Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo destinée aux étudiants, aux étudiantes de l'IFSI de Chartres. Donc pour faire une petite initiation aux notions élémentaires de la sociologie. Aujourd'hui, on va travailler sur les formes de légitimité de la domination. Souvent, les étudiants, les étudiantes font le raccourci et retiennent les formes de domination. Non, faites bien attention, c'est les formes de légitimité de la domination, c'est-à-dire les chances qu'on a d'être obéi parce que notre ordre est reconnu comme étant légitime. Bien. Alors, pour travailler là-dessus, on va partir de l'œuvre du sociologue Max Weber, qui, en même temps que Durkheim, mais de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, a développé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, une toute autre approche de la sociologie. C'est-à-dire que l'école française et l'école allemande de sociologie sont vraiment extrêmement différentes. Et principalement, on peut formuler les différences comme ça. L'école française de sociologie veut considérer l'ensemble pour comprendre la partie, donc toute la société pour comprendre l'individu. On parle d'approche holistique. Et par ailleurs, cherche à expliquer les faits sociaux, c'est-à-dire à rapporter les faits observés à des lois qui pourraient être universelles. L'école allemande, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elle cherche d'abord à comprendre l'individu pour rendre compte du tout. On appelle ça une approche atomistique, on parle de l'individu pour comprendre le tout, et on ne cherche pas à expliquer, on cherche à comprendre, c'est-à-dire à être capable de reformuler, de conceptualiser, de penser ce qu'on a sous les yeux. Donc c'est pas du tout une science de la nature, la sociologie de l'école allemande, c'est une science de l'interprétation. Donc déjà, voilà, retenez que, comme toutes les autres disciplines scientifiques, il y a des écoles, il y a des différents points de vue, qu'on peut être plutôt de ce côté-là, plutôt de ce côté-là, utiliser les différents outils. Voilà. Alors, Max Weber va nous proposer des formes de compréhension de la société. Et ce qu'il appelle un mode d'intellection du réel, un idéal type, c'est une façon de comprendre la réalité sociale. On ne va pas chercher à l'objectiver, on cherche à la comprendre, c'est le contraire. Bien, une fois que j'ai dit ça, dans l'ouvrage Économie et société, paru en 1921, Max Weber nous propose un certain nombre de choses, parmi lesquelles deux nous intéressent. D'abord, une typologie des types de motivation de l'action. Vous voyez, on cherche à comprendre ce qui motive l'action des individus, on cherche à rentrer dans leur représentation, à comprendre leur motivation. Alors, il y a 4 types de motivation. Motivation affective, j'agis parce que j'aime ça. Motivation traditionnelle, j'agis parce qu'il en a ainsi, parce qu'il en a toujours été ainsi. Rationnel et rationnel en valeur. Ça, j'expliquerai ça si quelqu'un me pose la question lors de l'échange, mais c'est une distinction assez pointue et difficile à faire. On pourrait dire que c'est une rationalité en valeur, c'est une action qui se pense rationnelle, mais qui est déterminée par un système de valeurs. Par exemple, si je crois qu'il est très efficace de me mettre un doigt dans l'oreille pour que je plaise à Dieu et qu'il me fasse une place à sa gauche au paradis, alors je me mettrai un doigt dans l'oreille, c'est rationnel, mais c'est rationnel en valeur, dans le cadre d'un ensemble de valeurs. Là où la rationalité simple est une rationalité opérationnelle, c'est-à-dire c'est le fait tout simplement, dans une action, d'agir pour optimiser les moyens mis en œuvre pour atteindre un but. Bien. Donc on va opposer rationalité en finalité et rationalité en valeur. Bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un travail sur les modes de légitimité de la domination. Pourquoi est-ce que je suis prêt à recevoir un ordre et à l'accepter, en dehors de la menace physique? Bien. Alors, il nous dit, dans le fond, ça découle de ces 3 modes de motivation de l'action. Dans le fond, les individus, les groupes, répondent à 3 grands types de légitimité de la domination. Il y a la domination rationnelle, la domination traditionnelle et la domination charismatique. Alors, on va commencer par traditionnel et charismatique, parce que c'est un binôme qui fonctionne très bien ensemble. La légitimité traditionnelle de la domination, c'est quand j'accepte un ordre, parce qu'il en a toujours été ainsi. J'obéis au roi parce qu'il en a toujours été ainsi, j'obéirai au fils du roi parce qu'il a toujours été ainsi, que
le fils du roi succède au roi, bon, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi j'obéis aux règles de l'art parce qu'elles sont éternelles, et j'obéis à mon maître d'initiation parce qu'il en a toujours été ainsi dans cette corporation. Ici, c'est le temps passé, le temps primordial, qui donne la légitimité à l'ordre. C'est parce que l'ordre est validé par un ordre plus ancien, pour le dire autrement, c'est parce que le commandement fait ci ou fait ça, hein, est validé par un ordre ancien qui se présente comme étant pérenne, comme étant éternel, que je vais accepter les choses. La légitimité charismatique de la domination, c'est exactement le contraire. C'est une volonté, une acceptation de l'ordre, une volonté d'obéir, euh, qui correspond au caractère magique d'un individu, à l'aura puissante d'un individu, qui nous fait penser qu'il va apporter avec lui un ordre nouveau. Hein. C'est typiquement ce genre de légitimité de la domination que revendiquent pour eux-mêmes les candidats aux élections présidentielles en France. Ensemble, tout devient possible. Voilà, typiquement, c'est ça. Hein. Le changement, c'est maintenant. Voilà, en fait, ils le promettent tous. Hein, ils le promettent tous. C'est-à-dire que c'est vraiment, je porte sur moi l'espoir d'un changement de l'ordre. Donc, légitimité traditionnelle de la domination, euh, c'est l'ordre ancien qui donne la légitimité à votre ordre. Et charismatique, légitimité charismatique de la domination, c'est la capacité à changer l'ordre, à changer l'organisation des choses, qui va légitimer celui qui donne un ordre et rendre sa domination acceptable. Alors, une fois qu'on a les types purs, on peut mélanger les types, c'est-à-dire que un seul personnage ou une institution peuvent utiliser en même temps ou dans des temps séparés la légitimité traditionnelle de la domination ou la légitimité charismatique. Par exemple, prenons Hitler. Hitler, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme qui promet de tout transformer, de changer la société. Donc typiquement, c'est la légitimité charismatique de la domination, mais il se revendique de l'Allemagne ancestrale, de l'Allemagne primordiale, du sang des Ariens, etc. etc. Prenez Mussolini, c'est la même chose. Il arrive, c'est l'homme des temps nouveaux, et simultanément, il se revendique de la Rome antique. Donc, on peut utiliser les deux modes de légitimation de la domination en même temps, mais en même temps, il est intéressant de regarder comment ça fonctionne. Dans un cas, je légitime mon pouvoir par le passé. Dans l'autre cas, je justifie mon pouvoir par le futur. Ce qui fait que la légitimité charismatique de la domination est beaucoup plus fragile. Pourquoi? Parce que la personne qui justifie l'obéissance en disant vous allez voir, ma promesse va se réaliser, prend le risque que sa promesse ne se réalise pas. Et deuxièmement, il y a dans la légitimité charismatique de la domination un élément presque religieux qui réclame en fait qu'un certain nombre de prêtres, je ne sais pas, de grands éditorialistes par exemple, viennent valider, reconnaître, dire effectivement il est l'élu, il va ou elle est l'élu, elle va nous apporter le changement promis, et par conséquent nous devons lui obéir. Bien. Donc, légitimité traditionnelle de la domination, légitimité charismatique de la domination, et enfin, légitimité rationnelle légale de la domination. Qu'est-ce que c'est que la domination rationnelle? C'est tout simplement lorsque j'accepte librement, en connaissant le règlement, d'entrer dans un système de hiérarchie. À partir de là, je vais fonctionner dans ce système de hiérarchie et je vais accepter les ordres qui me viennent. Et dans une bureaucratie pure, Max Weber commence à penser la sociologie au moment où se développent les grandes bureaucraties en Europe et notoirement en Allemagne. J'obéis à mon chef, non pas parce que, ou à ma chef, non pas parce que c'est monsieur ou madame machin. Je lui obéis pas parce qu'il est charismatique, je lui obéis pas pour n'importe quelle autre raison que la seule raison pour laquelle je lui obéis, c'est-à-dire il est mon supérieur hiérarchique, c'est mon N+1, il donne un ordre, j'y obéis parce que je suis entré dans un système de rationalité, un système d'organisation rationnelle, et que j'ai accepté ce fonctionnement-là. Bien. Alors voilà, les outils, ils sont très simples. Maintenant, boum, on les applique à des cas dans le secteur de la santé. Alors, je me souviens d'une enquête commandée par une ARS sur un territoire. Je suis désolé, je ne détaille pas
tous les territoires pour des raisons très simples. Lorsque les résultats de ces enquêtes-là n'ont pas été ouverts au public, ben, j'ai pas le droit de le faire. Donc on est dans une ARS et l'ARS s'inquiète parce que elle rencontre une énorme défiance chez les médecins omnipraticiens du territoire. Bon, et alors on me demande d'enquêter sur cette défiance et l'impact de cette défiance sur les parcours de soins des patients, etc. Et j'interviewe les médecins et très très vite apparaît une crise de légitimité de la domination de l'ARS. C'est-à-dire que l'ARS n'est pas en mesure de faire respecter son autorité sur le territoire. Alors, ce n'est pas une autorité sanitaire, ce n'est pas une EHS, c'est pas l'HS, les ARS, mais néanmoins, ils ont un pouvoir, par exemple, de fermer un service de maternité, de fermer des hôpitaux, de répartir des moyens. Or, ce pouvoir-là n'est pas reconnu comme légitime par la population des médecins omnipraticiens. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une autorité légale, bureaucratique, qui correspond à une forme de rationalité qui, à l'époque, en gros, veut couper les coups partout. Hein, bon. Même si les gens à l'intérieur de l'ARS ne vivent pas comme ça et pensent qu'ils limitent la casse ou ils essayent de discuter avec le territoire, dans l'ensemble, voilà, il y a une rationalité d'État, hein, on limite les frais, on rationalise l'organisation, on optimise les moyens, etc. Enfin, vous connaissez ce discours-là. Et face à ça, les médecins, eux, sont beaucoup plus susceptibles de reconnaître une légitimité traditionnelle de la domination. D'abord, la leur. Ensuite, celle de leur corporation et celle de leur corps en tant que, par exemple, sur ce territoire, ils viennent à peu près tous des mêmes promotions, ils ont été formés dans les mêmes villes, ils se connaissent, ils ont leur réseau de familiarité, ils se rencontrent, ils vont au resto ensemble, ils échangent, et ils ont l'impression qu'à travers cette familiarité-là, ils créent une véritable efficacité sur le territoire. Efficacité de bout de chandelle, efficacité d'une action menée avec les moyens du bord, mais basée sur une très très forte estime, de confiance et l'impression de partager une connaissance d'un réel que les gens de la RS, d'après eux, ne connaissent pas. Et donc, il va y avoir une espèce d'impossibilité de collaboration, d'abord basée sur une incapacité à se comprendre. Les uns et les autres fonctionnent sur des modes de pensée et de reconnaissance de la légitimité du pouvoir complètement différentes. On peut retomber sur nos pattes d'ailleurs avec cette histoire de motivation de l'action. Hein. Je me souviens dans ce territoire-là de réunions de coordination entre, il y avait un peu tout le monde, hein, le SIAD, SAD, ARS, médecin omnipraticien, CLIC, assistante sociale départementale, représentant de la sous-préfecture, enfin des vraies réunions de coordination, et dans lesquelles je faisais la tournée des popotes à la fin, et je me rendais compte que quasiment personne n'avait compris la présentation de l'autre, parce que les uns exprimaient des modalités rationnelles, bureaucratiques, des fiches actions, etc. Les autres motivaient leur action, non pas en fonction d'une fiche, mais en fonction d'affect. Et ces paroles-là étaient si différentes et si différemment exprimées sans qu'il y ait de médiation, qu'elles n'entraient pas en contact. Bien. Deuxième exemple, alors là je peux en parler parce que c'est plutôt à la gloire de ce service-là, on est dans le service de chronothérapie fermé depuis, avec un professeur en oncologue de Paul Brousse, et qui, avec un labo de l'INSER maintenant à Paul Brousse, a développé une pratique de chronochimiothérapie à domicile pour des personnes atteintes de cancer, souvent en stade très avancé, voilà, en quatrième ligne, enfin, voilà, des gens pour qui il n'y avait plus d'espoir ailleurs. Et je suis allé interviewer des patients. Il y avait dans le panel que j'ai interviewé un taux de rémission et un taux de décès qui était assez extraordinaire. Sur 40 personnes vues ou considérées pendant l'étude, il y a eu un décès. Et ce qui pour des patients dans cet état-là était extraordinaire. Et ces personnes-là avaient vis-à-vis du professeur Lévy qui dirigeait cette unité de chronothérapie,
un rapport extraordinaire, quasiment de veau à gourou, quasiment de membre d'une secte à un gourou qui les dominerait. Ils avaient pour lui des paroles d'affection, de respect extraordinaire, mais quasiment une croyance dans le fait que sa simple reconnaissance, le fait qu'il vous ait reconnu comme un patient potentiel, le fait qu'il vous ait reconnu comme personne et pleinement compris, avait participé de votre guérison. On est là non pas dans la psychosomatique, mais quasiment dans la sociosomatique, c'est-à-dire la manière dont une action, l'organisation d'une action collective peut impacter les représentations et peut-être impacter la santé. Et donc là, en fait, on a avec ce bonhomme-là, ce bonhomme gourou, qui promettait un nouvel ordre des choses, le traitement des cancéreux chez eux en suivant le rythme de leur sommeil et de leur digestion. Et cette promesse-là, qui passait par la reconnaissance de la singularité du rythme de chacun, des rythmes circadiens de chacun, puisque la chronochimiothérapie est basée sur le rythme circadien de chaque individu, fonctionnait véritablement comme une promesse magique et qui validait, ou même partiellement validait, donnait à ce professeur-là une aura et une capacité à trouver l'obéissance chez ses patients qui était totalement extraordinaire. Bien. Bon, ils n'étaient pas fous, ça les empêchait pas de dire on n'a pas assez de moyens, c'est pas pris avec assez d'humour, on va mettre plus d'humour là-dedans. Il y avait une patiente, pardonnez-moi là-bas, qui avait proposé que on mette dans les locaux qui visitaient régulièrement pour prendre leurs médicaments à Paul Brousse un grand panneau avec des courses de chevaux de PMU, et à la place des chevaux, on aurait mis les têtes des différentes personnes prises à domicile, avec marqué qui est le plus avancé dans son cancer. Enfin, bon, bref. Mais voilà, pour revenir à ça, on a un médecin qui obtient une adhésion totale de ses patients, une discipline des patients qui est extraordinaire. C'est difficile, la chronothérapie, notamment avec des appareils qui ne marchaient pas, des pompes qui étaient totalement obsolètes, énormément de pannes qui déclenchaient des retours d'urgence à Paris. Enfin, il y avait vraiment des dysfonctionnements. Il fallait pouvoir énormément compter sur les patients pour ça, et aussi parce que bon, ben voilà, les infirmières étaient obligées de donner leur numéro de téléphone pour gérer les situations d'urgence, parce que les remontées de télémédecine à domicile, c'est pas qu'elles marchaient pas, c'est que les infirmières sur place n'avaient pas du tout le temps de les regarder, donc il fallait que le patient soit susceptible de bien se comporter. Donc, pour que toutes les directives de l'équipe soient appliquées, pour qu'on ait un vrai niveau d'observance extraordinaire, même chez des personnes, pour la plupart en bout de ligne, hein, quelle était la clé? La clé, c'était véritablement cette domination, cette légitimité charismatique de la domination. Sur la thématique de l'observance, d'ailleurs, euh, il y a véritablement quelque chose de très intéressant là-dedans. Euh, voilà, quelle est la légitimité d'une ordonnance et quelle chance on a d'être obéi quand on fournit une ordonnance à un patient? De quel type de légitimité on bénéficie? Alors il y a une espèce de lieu commun chez les médecins qui consiste à dire que euh, chez les personnes âgées de plus de 80 ans, ils peuvent compter sur une parfaite confiance et une obéissance qui vient des temps anciens où on avait un respect pour le statut du médecin. Par qu'en revanche, les plus jeunes seniors ou les plus jeunes patients vont n'en faire qu'à leur tête, vont prendre les médicaments quand ils le sentent, vont voilà, finalement faire à leurs mains. Euh, Là, vous voyez, il faut se méfier et considérer cette légitimité, par exemple pensée comme rationnelle, comme n'allant pas de soi. Qu'on parle d'hémophilie ou qu'on parle par exemple de sclérose en plaques, on observe des non-observances qui ont pourtant des conséquences palpables, immédiates et à long terme, avec des vraies réductions de l'espérance de vie, notamment pour la sclérose en plaques ou pour le sida. Euh, on a des cas de non-observance qui sont explicables par la lassitude, par une volonté de reprendre un peu main sur ses jours, ou tout simplement par dépression, notamment pour le VIH, où là d'un seul coup, le rapport d'autorité au moment de l'ordonnance est complètement en fait, mis en question. Et par ailleurs, sur la première et la dernière pathologie, l'hémophilie et le VIH, il y a énormément de négociations avec le médecin. On finit par composer son traitement en tâtonnant ensemble. Donc l'ordonnance est une ordonnance composée dans le cadre d'une négociation, et non pas un ordre qu'on donne
à un patient. Bien. Je reviens à un moment intéressant aussi, c'est le moment du placement. Regardez ce qui se passe quand on a un placement en EHPAD. On a la personne âgée qui est face à un ordre. Tu vas vivre là maintenant. C'est une contrainte qu'on t'impose. Et quand on les interviewe, on a parfois la reconnaissance de la légitimité de l'ordre. Je peux plus vivre comme ça, j'étais un poids trop important. Bon, finalement, voilà, je vais aller. Là, je m'y résigne, voire même je le demande. Il y a parfois la domination qu'on pourrait dire non pas charismatique, mais qui relève d'une forme d'affectivité qui consiste à dire ben voilà, j'obéis à mon enfant parce que je lui pourris trop la vie, je peux pas faire autrement. Mais là, vous voyez bien qu'on est moins dans l'obéissance que dans une forme de renoncement. Bref. Euh, J'ai donné ces exemples-là comme pour faire un petit peu le tour, et on pourra explorer ça ensemble, des modes de légitimité de la domination. Et donc, comme exercice pour la suite de vos vies professionnelles, je vous propose de garder toujours en tête ces différentes étapes. D'abord, il y a un rapport de pouvoir, quand je suis en position d'être obéi ou non, et cet ordre va être reconnu comme légitime ou non. Donc, on commence par là, il y a un ordre, cet ordre est légitime ou pas. Selon qu'on est dans tel ou tel ou tel ou tel dispositif culturel, les raisons pour lesquelles cet ordre sera reconnu comme légitime vont différer. Légitimité rationnelle, légitimité traditionnelle, légitimité charismatique de la domination. Selon qu'on est dans telle ou telle composition entre ces trois, ou dans chacun de ces trois types, soit légal, rationnel, soit traditionnel, soit charismatique, soit un mix particulier de ces trois types de légitimité de la domination, vous aurez des particularités de la légitimité de la domination, c'est-à-dire, par exemple, comme je vous l'ai dit, si vous êtes dans une domination charismatique, alors il est fort probable que celle-ci nécessite extraordinairement vite des résultats, nécessite un quorum de prêtres ou d'experts pour validation, permet une implication extrêmement forte des équipes, mais est extrêmement fragile. Ce qui n'est pas la caractéristique, par exemple, de la domination traditionnelle, légitimité traditionnelle de la domination. Bien, et ben, sur ce, on va passer à la vidéo 2 du jour.